Bonjour, aujourd'hui on va voir le réactif limitant. Mais pour expliquer le réactif limitant, on va faire comme d'habitude, on va utiliser un exemple de tous les jours. Supposons qu'on veut produire un sandwich de dinde. Alors à partir d'une recette bien fixe, la recette dit que pour produire un sandwich de dinde, il faut 2 tranches de pain, 2 tranches de dinde, une feuille de laitue et une tranche de tomate. Alors, dit que un ingrédient va manquer, ça veut dire si, par exemple, j'ai un manque de pain, ou bien un manque de tranche de dinde, ou bien les deux, ou bien un manque de feuilles de laitue, ou bien une tranche de tomate, donc on ne peut pas respecter la recette, ce qui fait qu'on ne peut pas produire le sandwich de dinde. Alors, dès qu'un ingrédient manque, la production de sandwich, selon la recette ci-dessus, va s'arrêter. Cet ingrédient qui manque s'appelle l'ingrédient limitant. C'est lui qui va décider combien de sandwichs tu vas produire. Regardons bien cet exemple pour mieux comprendre. Alors ici, je veux produire à partir d'un ensemble de pain plusieurs sandwichs. Alors ici, j'ai 4 pains, 4 tranches de pain. Je vous donne dans 4 tranches de pain. J'ai 6 tranches de dinde, 3 feuilles de laitue, 3 tranches de tomates. Alors rappelez-vous la recette, ça prend 2 tranches de pain, 2 tranches de dinde, une feuille de laitue, une tranche de tomate. Alors si j'applique la recette, j'aurai quoi? J'aurai seulement 2 sandwichs à produire. Parce que ici, le nombre de pains que j'ai n'est pas suffisant pour compléter le nombre compléter les sandwichs. Parce que ici, ça manque le pain. Alors le pain ici, on a 4. On peut produire 2 sandwichs avec 2 tranches de dinde. Voilà, 2 autres tranches de dinde. Il va rester une tranche de dinde. Et là ici, les laitues, on a dit qu'il y a une feuille de laitue pour chaque sandwich. Donc on va avoir 2 feuilles de laitue qui sont utilisées parce qu'on a produit 2 sandwichs. Il va rester une feuille de laitue comme vous le voyez ici. Et une tranche de tomate aussi qui va rester parce que vous avez une tranche de tomate pour chaque sandwich. Ça fait qu'il reste une tranche de tomate. Donc ici, le pain est considéré comme l'ingrédient limitant. Donc une fois que les tranches de pain sont finies, on ne peut plus produire de sandwich. Alors ici, on aura des réactifs, ou bien dans chimie on parle de réactifs, mais ici on parle d'ingrédients, des ingrédients qui sont en excès. Donc les tranches de pain sont tout simplement limitants, c'est l'ingrédient limitant, et la salade, plus la laitue, la tomate et la viande, ou bien la dinde, c'est des réactifs ou bien des ingrédients en excès. Définissons maintenant c'est quoi le réactif limitant. Alors, comme on vient de le voir avec l'exemple de sandwich, en chimie c'est le même principe. Alors, un réactif limitant, comme l'ingrédient limitant dans le cas du sandwich qui était le pain, ici, un réactif limitant en chimie c'est celui qui détermine la quantité de produit qui se forme. Alors, une fois que le réactif est terminé, on ne peut plus produire du produit. Donc, celui-là, le réactif limitant, c'est lui qui décide combien de produits va être formé. Par contre, les réactifs en excès, c'est tous les réactifs qui restent après la réaction, qui n'ont pas réagi. Alors, c'est les réactifs qui restent à la fin de la réaction, comme on a vu les ingrédients qui restaient après avoir produit 2 sandwichs. Maintenant, pour être plus concret, on va voir comment déterminer le réactif limitant dans une réaction chimique. C'est important de savoir qu'un réactif est limitant, comme ça on peut gérer notre réaction, que la réaction ne s'arrête pas, surtout pour les industriels où le système est automatisé. Il faut que la réaction continue sans arrêt et pour cela les chimistes doivent s'assurer que les réactifs sont toujours en excès, qu'il n'y a pas de réactif limitant. Donc, il faut absolument déterminer le réactif limitant. Alors, pour déterminer le réactif limitant, on va prendre des exemples. Alors, si on fait réagir 4,87 g de nitrure de lithium avec 580 g d'eau, détermine le réactif limitant. Ici, vous remarquerez que, alors d'habitude, on a juste la masse d'un des réactifs, mais cette fois on a la masse de 2 réactifs. Donc on ne sait pas lequel est limitant. Pour savoir lequel est limitant, donc il faut trouver le nombre de moles de chaque, et on va faire les rapports molaires avec un des réactifs. Parce qu'on va voir combien chaque réactif va produire de produits. Alors, celui qui va me donner moins de produits, c'est celui-là qui est réactif limitant. On va le voir concrètement après. Alors, on écrit toujours les données, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, on a la masse de Li3N, c'est 4,87 g. La masse de l'eau, c'est 5,80 g. La question est de trouver le réactif limitant. Alors, ici, j'ai repris l'équation, en équilibre toujours. N'oubliez pas l'équation équilibrée. Alors, pour trouver le réactif limitant, il faut faire d'abord les rapports molaires entre chaque réactif
et un des produits. Je vous conseille de faire le rapport entre un réactif et le produit qui a le même nombre de moles que le réactif. Alors ici, on va prendre le plus simple, ça veut dire 1. Alors ici, on va prendre donc le rapport molaire entre Li3N et NH3. Donc on va faire la règle 3 entre Li3N et NH3. Ensuite, on va faire la règle 3 entre H2O et NH3. Alors pour cela, il faut trouver, bien sûr, il faut convertir les masses en moles. Comme je vous ai dit déjà, toutes les données doivent être en moles. Alors on avait des grammes où il faut les convertir en moles. Alors on a nombre de moles de Li3N, c'est la masse qui a été... Voyons maintenant le réactif limitant dans les problèmes de stéchiométrie. Alors dans ce cas, vous allez le même genre d'exercice que tout à l'heure, sauf qu'ici, vous allez tout simplement trouver la masse d'un des produits. Alors, si on mélange 113 g de poudre d'aluminium avec 279,50 g d'oxyde de fer, quelle masse de fer en fusion se formera-t-il? Alors on a 2 aluminium plus Fe2O3, ça donne Al2O3 plus 2 Fe. Donc il faut écrire, c'est très important, l'équation équilibrée. Et on doit écrire les données. L'aluminium, la masse est de 113 grammes. Le Fe2O3, sa masse est de 279,50 grammes. On a la masse de fer à chercher, donc c'est la question, j'ai oublié ce 113. On a donc la solution. Pour trouver la solution, quand vous avez deux masses, des réactifs, chaque réactif a une masse, il faut choisir entre les deux réactifs. Et pour choisir entre les deux réactifs, ça veut dire c'est choisir, ou bien pardon, c'est trouver le réactif limitant. Donc on a deux réactifs, deux masses, donc il faut choisir la masse qui va nous donner le réactif, le produit pardon, qui dans ce cas est le fer. Alors, ici, on va utiliser la même méthode que tout à l'heure, on va trouver le réactif limitant, donc on va convertir les données que vous avez en grammes en moles. Alors, nombre de moles de l'aluminium, c'est la masse divisée par la masse molaire, comme vous le voyez, la masse est de 113 grammes, la masse molaire est de 26,98, tableau périodique. Ça donne la masse, le nombre de moles d'aluminium. Le nombre de moles de Fe2O3, c'est la même chose, c'est la masse divisée par la masse molaire, ça nous donne le nombre de moles de Fe2O3. Maintenant, on doit déterminer lequel qu'on va utiliser. Qui va déterminer la quantité maximale de produit qui sera obtenu? C'est bien sûr le réactif limitant. Donc il faut trouver le réactif limitant. On sait que 2 moles d'aluminium dans 2 moles de fer. On a choisi le fer parce qu'on a tout simplement trouvé la masse du fer. Si on cherche la masse du fer, donc on n'a pas le choix, il faut choisir le fer. Alors on a 2 moles d'aluminium avec 2 moles de fer. Vous voyez, 2 moles d'aluminium dans 2 moles de fer. Mais moi, j'ai trouvé 4,18 moles d'aluminium. Donc ce chiffre, on veut chercher combien de moles de fer va être produite à partir de 4,18 moles d'aluminium. Ça va donner la même chose parce qu'on a un rapport de 2 pour 2. Quand on a les mêmes rapports, ça ne changera pas. La même chose, on va voir combien de moles de fer vont être produites à partir de l'oxyde de fer 3. Donc, 1 mol d'oxyde de fer 3, vous voyez ici, donne 2 moles de fer. On a obtenu 1,75016 moles de fer. C'est ça qu'on a dans l'échantillon. Ça va donner combien de moles de fer? Donc, on voit, c'est 3,50032. Si on compare les 2 moles de fer, on voit bien que le Fe2O3 donne moins de moles de fer que l'aluminium, ce qui veut dire que Fe2O3 est le réactif limitant comme on l'a vu précédemment. Donc Fe2O3 produit moins de fer que l'aluminium, il est donc le réactif limitant. Alors dans ce cas, puisqu'il lui est le réactif limitant, donc c'est ce nombre de moles qui va être produit au max. C'est ce nombre de moles qui va être utilisé pour trouver sa masse. Donc on sait que le nombre de moles, la masse est égal au nombre de moles fois la masse molaire. Alors ça va donner tout simplement la masse est égale nombre de moles fois la masse molaire, vous le voyez ici, mais le nombre de moles que je choisis, c'est celui qui est avec le réactif limitant. Ça veut dire ici, c'est 3,5 moles de fer, fois la masse molaire du fer, tableau périodique, et ça vous donne la masse totale du fer. Donc, on vient de résoudre l'exercice. On a trouvé la masse du fer qui sera produite avec les quantités qu'on avait au début.